Bonjour mesdames et messieurs, nous l'avons eu, Le suspect dans la fusillade mortelle de Charlie Kirk a été placé en garde à vue moins de 2 jours après l'attaque à l'université de la vallée de l'Utah. Nous allons parler avec un détective privé pour analyser toutes les preuves clés que les enquêteurs disent avoir jusqu'à présent, y compris les images de vidéosurveillance, le fusil retrouvé, d'étranges douilles gravées et les messages que les enquêteurs affirment que le suspect a envoyés à son colocataire. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Gros titre. Ils l'ont eu, moins de 36 heures après que Charlie Kirk ait été abattu lors de cet événement sur le campus dans l'Utah. Les autorités indiquent que le suspect est en garde à vue. Voici un résumé rapide pour ceux qui découvrent l'affaire. Ça, je veux dire, ça a explosé partout, donc je serais surpris si vous n'en aviez pas entendu parler. Mais nous parlons de Charlie Kirk, le cofondateur de Turning Point États-Unis d'Amérique, âgé de 31 ans, marié et père de 2 enfants, et l'une des voix conservatrices les plus en vue sur Internet. Il a été abattu et tué le 10 septembre lors d'une tournée à l'université de la vallée de l'Utah à Orem. Environ 3000 personnes s'étaient rassemblées sur ce campus. Et il existe une vidéo de cette scène. Elle est troublante. On y voit Kirk sous un auvent, entouré de la sécurité et de barrières métalliques, lorsqu'une personne dans la foule lui a posé une question sur la violence armée. Et quelques secondes plus tard, un seul coup de feu retentit. La balle atteint Kirk au cou. Il s'effondre tandis que les gens crient et cherchent un abri. Kirk a été emmené à l'hôpital où il a été déclaré mort. Les autorités estiment que le tireur a tiré du toit d'un immeuble voisin à 150-200 mètres de Sonnian. Et puis on avance jusqu'à aujourd'hui. Ce matin, le gouverneur Spencer Cox s'est tenu au pupitre et a fait cette annonce. Bonjour mesdames et messieurs, nous l'avons eu. Le soir du 11 septembre, un membre de la famille de Tyler Robinson a contacté un ami de la famille, qui a ensuite prévenu le bureau du shérif du comté de Washington avec des informations selon lesquelles Robinson lui avait avoué ou laissé entendre qu'il était l'auteur de l'incident. Ces informations ont été transmises au bureau du shérif du comté d'Utah et aux enquêteurs de l'université de la vallée de l'Utah. Ces informations ont également été transmises au FBI. Les enquêteurs ont examiné d'autres enregistrements vidéo de la surveillance de l'UVU et ont identifié Robinson arrivant sur le campus de l'UVU dans une Dodge Challenger grise vers 8h29, le 10 septembre, où il est observé sur la vidéo portant un t-shirt uni-bordeaux, un short clair, une casquette noire avec un logo blanc et des chaussures claires. Lorsque les enquêteurs l'ont vu dans le comté de Washington le 12 septembre au matin, Robinson portait des vêtements identiques à ceux des images de surveillance. Alors parlons du suspect. Tyler Robinson, 22 ans, a été arrêté le 11 septembre pour meurtre avec préméditation, possession d'armes et entrave à la justice. Et les autorités affirment que c'est sa propre famille qui a alerté les forces de l'ordre après qu'il ait soit avoué, soit fortement laissé entendre qu'il était responsable. Et le directeur du FBI, Kash Patel, a déclaré que Robinson avait été arrêté seulement 33 heures après le meurtre. Voici donc ce que nous apprenons sur Robinson. Il aurait grandi à Washington, dans l'Utah. Et nous avons eu la confirmation que Tyler Robinson avait fréquenté l'université d'État de l'Utah pendant un semestre à l'automne 2021. Il était étudiant en pré-ingénierie, il a peut-être pris un congé. Des proches affirment que ses opinions politiques se sont durcies et qu'il a critiqué Charlie Kirk, le jugeant haineux et accusé de propager la haine. Et les preuves, c'est ce dont nous voulons parler maintenant. Les preuves que les enquêteurs ont présentées jusqu'à présent. Il y en a beaucoup, nous en parlerons. Pour m'aider à analyser ce que nous avons entendu, je veux faire venir l'enquêteur privé Ashton Pack. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Ashton, c'est vraiment un plaisir de te voir. Merci de m'avoir invité à nouveau. À quel point est-il réaliste que les autorités aient pu identifier et appréhender ce suspect en moins de 36 heures, compte tenu de cette attaque, de ce dont nous parlons, de la géographie, du nombre de personnes et des circonstances? Est-ce que cela vous surprend? N'est-ce pas simplement un excellent travail de la police, à mon avis? Oui, c'est un solide travail de police. J'étais surpris qu'il ne l'ait pas arrêté plus tôt. Je pense qu'il l'avait peut-être déjà identifié et cherché juste à localiser où il se cachait vraiment. Vous savez, un grand respect à son père.
D'après ce que j'ai compris, c'est un ancien agent des forces de l'ordre qui, vous savez, a quand même gardé son serment et ça doit être extrêmement difficile de dénoncer son propre fils. Mais je pense que, vous savez, tous vos agents du FBI, tous vos enquêteurs de la sécurité intérieure, vos policiers locaux et d'État, la police universitaire qui était là pour, vous savez, essayer de localiser ce type, c'est probablement un très bon travail d'équipe de la part des forces de l'ordre de l'Utah. Vous savez, nous suivons cette histoire depuis le tout début et nous pouvons le faire grâce au soutien incroyable que nous recevons de notre sponsor Morgan & Morgan. C'est le plus grand cabinet d'avocats spécialisé dans les blessures aux États-Unis, avec plus de 1000 avocats. Ils sont grands parce qu'ils gagnent beaucoup. Ils ont obtenu plus de 25 milliards de dollars pour plus de 500 000 clients. Récemment, un client en Floride a obtenu 12 millions de dollars alors que l'assurance proposait seulement 350 000 dollars en Pennsylvanie. Un client a obtenu 26 millions de dollars. C'est 40 fois plus que l'offre de 650 000 dollars de l'assureur. Un autre client, en Pennsylvanie, a obtenu 29 millions de dollars alors qu'on lui proposait seulement 500 000. Même si vous pensez que votre dossier ne vaut pas des millions, pourquoi ne pas déposer une réclamation et défendre vos droits? Morgan & Morgan. Il simplifie tout, déposer une réclamation sur votre téléphone en 8 clics. Vous pouvez facilement déposer une réclamation sur fortepeople.com LC via le lien ci-dessous ou en scannant le QR code à l'écran. Une chose intéressante de ces cas, c'est que lorsqu'ils ont tenu leur première conférence de presse hier matin, ils ont dit qu'il y avait une vidéo de surveillance. Ils n'allaient pas la publier tout de suite. Plus tard, ils publient une image d'une personne d'intérêt, puis la vidéo du toit. Vous savez, je dois imaginer que ça a aidé. Ils ont sûrement reçu de nombreux témoignages, les gens cherchaient dans quelqu'un comme ça, comme on l'a vu dans l'affaire Mangione. Oui, et ce n'est pas vraiment une région isolée du pays, mais c'est une communauté très soudée là-bas, dans l'Utah. Je crois que la plupart des gens se connaissent, donc publier ces photos et vidéos va de soi. Quelqu'un là-bas a probablement vu ça et a immédiatement commencé à contacter les forces de l'ordre pour savoir qui était la personne concernée. Savez-vous pourquoi ils auraient pu hésiter à le publier tout de suite? Je n'étais pas sûr de ce qui se passait, mais je me suis demandé s'il y avait une réticence à publier les images immédiatement, car on voyait déjà des gens attribuer à tort la fusillade à certains sur les réseaux sociaux. Peut-être voulait-il éviter que les gens s'emballent. Mais n'avez-vous pas aussi besoin de l'aide du public? Oui, c'est une ligne délicate que les forces de l'ordre doivent suivre. En tant qu'ancien agent des forces de l'ordre, c'était formidable de pouvoir diffuser des informations au public dont nous savions qu'elles aideraient dans une affaire, mais en même temps, nous devions préserver l'intégrité des poursuites. Je pense que nous sommes à l'ère du clickbait sur Twitter ou X, selon le nom que vous lui donnez. Tout le monde veut avoir le scoop. Tout le monde veut pouvoir dire qu'il a été le premier à publier l'information sur le tireur. Et puis, ces événements, ces incidents tragiques sont tellement chaotiques sur le moment. Et tout est tellement chargé d'émotions. Pour les forces de l'ordre, une fois le mal fait, il est impossible de revenir en arrière. Ils sont probablement un peu réticents au début à publier ce qu'ils avaient dans ces vidéos. Mais au fur et à mesure que l'enquête avançait dans les jours qui ont suivi cette attaque, oui, ils ont dû s'appuyer sur cette vidéosurveillance et ces photos. D'un point de vue d'enquête, y a-t-il un défi avec un événement public comme celui-ci, vu le nombre de vidéos et de témoignages potentiels? Quels sont les défis pour interpréter tout cela lorsqu'on a un événement public bondé ou une attaque a lieu? Et nous pouvons discuter des questions liées à la collecte de preuves, à ce qu'on appelle le right of bang ou l'après-attaque. Je veux dire, au final, on peut aussi discuter de la question suivante. Où était la présence des forces de l'ordre dans cette communauté, dans ce collège? Où étaient les tireurs d'élite contre sniper? Le site a-t-il été évalué? On peut parler de ces choses-là, mais au final, vous avez des vidéos en miroir et des gens qui filment des vidéos que vous devez maintenant saisir comme preuve. C'est un défi pour les forces de l'ordre. C'est là que les fédéraux et le FBI peuvent intervenir et, vous savez, mettre en place ce grand disque dur de plusieurs téraoctets qui peut stocker des milliers de vidéos et de photos. C'est là que le partenariat avec le FBI et les agents fédéraux intervient. C'est un vrai défi. Et dans le chaos de ce moment-là, je n'arrive même pas à imaginer l'enquête initiale, simplement essayer de rassembler les éléments pour tenter de localiser le suspect. Je veux revoir les preuves avec vous, en commençant par la vidéo. Le FBI a diffusé non seulement des photos, mais aussi la vidéo de surveillance. Cela nous donne une vue très claire de la fuite potentielle du tireur. Et dans la séquence, on peut voir une silhouette habillée entièrement en noir courir sur le toit de l'UVU juste après le coup de feu qui a tué Charlie Kirk. Et la personne court jusqu'au bord du bâtiment, reste suspendue un instant, saute au sol, puis disparaît en direction d'une zone boisée à proximité.
Ce détail est important car, non loin de là, les enquêteurs ont retrouvé un fusil à verrou de haute puissance enveloppé dans une serviette. Et juste à côté, ces étranges douilles gravées que le gouverneur Cox a décrites aujourd'hui, dont nous allons parler, elles étaient là. Alors Ashton, d'après votre expérience, à quel point est-il difficile de, vous savez, organiser une fuite par les toits, comme celle qu'on voit dans la vidéo? Je veux dire, tout d'abord, il semble que cela ait été clairement planifié, non? Savoir où s'installer, mais s'échapper de cette façon, c'est vraiment inquiétant. Eh bien, je pense que votre tireur compte probablement sur le chaos qui s'est produit au moment où M. Kirk a été abattu et sur la réaction qui a suivi. Donc tous les regards sont tournés vers, vous savez, vers ça. Vous savez, ouais, les gens ont une vision tunnel à ce moment-là, concentrée sur la scène du crime. Il y a eu les premiers rapports, des gens criaient et hurlaient sur un homme dans la foule qu'ils pensaient être le tireur. On a un peu vu la même chose quand le président Trump a failli être assassiné en Pennsylvanie. Heureusement, les contre-snipers du Secret Service ont neutralisé le tireur malgré le chaos. Je ne suis pas surpris qu'il ait fui ainsi. Ce qui m'inquiète, c'est comment il a pu monter là-haut. Pourquoi n'y avait-il aucune force de l'ordre ou équipe de sécurité pour surveiller cela, pour le repérer? Un drone aurait pu le repérer lors de l'événement. Cela aurait pu être votre équipe de contre-snipers pour les forces de l'ordre ou pour la sécurité privée. Donc, vous savez, je suis certain que lorsque le rapport d'après-intervention sortira, ce jeune homme aura effectué une surveillance préopérationnelle. Je ne serais pas surpris qu'il existe des vidéos de lui dans les semaines et les jours précédents, peut-être en train de faire une répétition, de monter sur le toit, de voir combien de temps cela prend. Le FBI ne révélera pas ces informations car elles feront partie de l'accusation. Cela prendra des mois, voire un an, avant que ce soit révélé devant un tribunal. Je ne suis donc pas surpris qu'il s'en soit sorti. Oui, ils ont précisé que les images de surveillance retracent de nombreux déplacements et l'arrivée sur le campus. Tu compares cela à la description. C'est une preuve assez convaincante, au minimum. Et écoute, je pense que tu soulèves plusieurs points intéressants parce que j'ai déjà abordé, tu sais, la question de savoir s'il y avait un manque de sécurité. Pourquoi n'y avait-il qu'un nombre limité d'agents UVU? Ont-ils eu l'aide de la police locale? Il n'avait que son équipe de sécurité privée. Y a-t-il eu un manque de mesures de sécurité malgré une certaine coordination? Le tireur sur ce périmètre extérieur avec le fusil. Donc, vous avez ce fusil qui a apparemment été retrouvé à proximité, enveloppé dans une serviette. Qu'est-ce que cela vous dit? Je veux dire, abandonner cette arme à cet endroit, qu'est-ce que cela vous dit? Et en plus enveloppé dans une serviette. Eh bien, si vous êtes un criminel et que vous anticipez la possibilité d'être intercepté par les forces de l'ordre, vous essayez de vous échapper, pas forcément d'affronter la police. D'habitude, on voit des tireurs actifs qui vont soit se suicider après avoir affronté les forces de l'ordre, soit affronter la police et ensuite se suicider, ou bien affronter la police et laisser les agents s'occuper d'eux, un peu comme un suicide par policier. Mais ici, on voit un homme qui essaie clairement de s'échapper. Il essaie de se séparer de l'arme à feu. C'est assez classique. S'il était arrêté plus loin, peut-être en enlevant les vêtements qu'on l'a vu porter, les forces de l'ordre, cet agent ne saurait pas forcément que c'était votre tireur parce qu'il n'a pas d'arme sur lui. Il ne porte pas ce qui avait été signalé au départ, à savoir des vêtements entièrement noirs. Donc ça montre en quelque sorte, ça montre peut-être un peu de préméditation, qu'il avait planifié cela. S'il l'a enveloppé dans une serviette, c'est sûrement pour le cacher, afin qu'on ne le remarque pas tout de suite. Il a peut-être voulu effacer l'acide désoxyribonucléique et les empreintes, c'est pour pouvoir dire au tribunal, mes empreintes ne sont pas sur cette arme, il n'y a pas d'acide désoxyribonucléique. Je doute que ce soit le cas, car la technologie acide désoxyribonucléique de contact reliera cette arme au crime et à lui. Donc vous savez, cela sera révélé au tribunal lors de l'accusation, bien sûr. Mais oui, se séparer de cette arme à feu, c'est vraiment la base pour s'échapper. C'est étrange, car il faut imaginer que vous saviez qu'elle serait retrouvée. Tu sais, je comprends ce que tu dis sur les façons d'essayer de s'en débarrasser, tu vois, de s'en débarrasser et d'essayer, tu sais, d'effacer tes empreintes, ou peut-être que le numéro de série a été altéré d'une certaine manière et qu'on ne pourrait peut-être pas le retracer. Mais on dirait que ce niveau de préparation avant ça, et puis après, ça avait l'air bâclé. Ouais. Et encore une fois, ce jeune homme, il est jeune. Son cortex cérébral n'est pas encore complètement formé. En supposant qu'il est la personne qui a eu un... Si notre suspect en garde à vue est responsable, il faudra le prouver au tribunal. Il disposera de droits. Il a ses droits constitutionnels et il devra comparaître devant un juge et un jury. Il aura un avocat de la défense et tout cela, tout l'appareil de la justice pénale américaine.
Au final, vous savez, je dis toujours à propos de ces attaques, surtout quand il s'agit d'idéologie radicale, de personnes qui ont des idées violentes basées sur une sorte de ressentiment. Parfois, ce n'est pas sorcier. N'en faites pas trop. C'est un gamin d'une vingtaine d'années. Il n'a probablement pas beaucoup réfléchi à tout ça et il s'est juste dit qu'il aurait peut-être de la chance et que le fusil ne serait pas trouvé. Vous avez maintenant cet aveu supposé qui, accepté comme preuve et par un jury, est énorme. Donc, le gouverneur Cox a dit que Robinson aurait admis ou laissé entendre qu'il avait fait ça en parlant à sa famille. Et son père l'aurait même reconnu sur les photos publiées par le FBI et l'a exhorté à se rendre. Si c'est vrai, je me demande si cela ne montre pas la pression de l'environnement et l'influence de l'âge Ashton. Vous savez, est-ce courant? Est-ce que c'est ce que vous observez? Vous auriez soi-disant commis un crime odieux connu dans le monde entier, un énorme développement. Êtes-vous surpris? Il y a eu un aveu. Non, ben, cela ne me surprend pas du tout. Je pense que les gens veulent raconter leur histoire. Les gens veulent, je pense personnellement, vous savez, et c'est mon avis personnel, après avoir simplement parcouru des informations sur Internet, je pense que ce jeune homme est maintenant au centre de l'attention. Il a droit d'être sous les projecteurs. J'ai toujours pensé que beaucoup de ces tireurs responsables de tueries de masse cherchent désespérément l'attention. Ils ont ce qu'on appelle une mentalité de perdant. Je ne suis bon à rien, mais au moins, je peux être bon dans ça. Donc, je pense que tu as la psychologie du moment. Tu prends en compte l'idéologie, le processus de radicalisation. Parlons-en parce qu'il y avait beaucoup de théories à ce sujet avant sur ce qui aurait pu se passer. En plus de cette confession présumée, les enquêteurs affirment que des proches ont noté des changements récents dans son comportement. Il serait devenu plus politisé et aurait évoqué Charlie Kirk. En interrogeant le colocataire de Robinson, les détectives ont appris des faits plus inquiétants. Le gouverneur Cox a ensuite commenté l'affaire. Les enquêteurs ont interrogé ce colocataire, qui a déclaré que son colocataire, en parlant de Robinson, avait fait une blague sur Discord. Les enquêteurs lui ont demandé s'il accepterait de leur montrer les messages sur Discord. Il l'a ouvert et a montré plusieurs messages aux enquêteurs, et a permis aux enquêteurs de prendre des photos de l'écran à mesure que chaque message était montré par le colocataire de Robinson. Ces photos comprenaient divers messages, y compris le contenu des messages entre le contact téléphonique nommé Tyler avec une icône emoji et l'appareil du colocataire de Robinson. Le contenu de ces messages comprenait des messages associés au contact Tyler indiquant la nécessité de récupérer un fusil à un point de dépôt, de laisser le fusil dans un buisson, des messages liés à la surveillance visuelle de la zone où le fusil avait été laissé, et un message faisant référence au fait d'avoir laissé le fusil enveloppé dans une serviette. Je veux dire, à Ashton, évidemment, c'est très... Les procureurs n'ont pas besoin de prouver le mobile pour la plupart des crimes. Ils n'ont pas à le prouver, mais cela aide à expliquer une histoire et les motivations de quelqu'un. Comprendre quelqu'un peut être très difficile. Mais je dois dire que la façon dont Charlie Kirk a été tué, l'endroit où il a été tué et le moment où il a été tué, en se basant sur ces allégations de M. Robinson, ça a un certain sens. Eh bien, je veux dire peut-être que oui. Au final, le motif ultime pour lequel quelqu'un fait ce qu'il fait, il est tellement facile d'essayer de le présenter comme une question noire ou blanche, comme un choix binaire 1 ou 0. Il était anti-droite, il était ceci, il était cela, il avait des penchants politiques et c'est pour ça qu'il l'a fait. Psychologiquement, au plus profond de nous-mêmes, nous ne savons pas pourquoi ce jeune homme a fait ce qu'il a fait. Et il ne comprend peut-être pas, mais il utilise une motivation politique pour en quelque sorte justifier ses actes. Il pourrait y avoir, j'ai pensé au concept, beaucoup de ces jeunes hommes, ces tireurs de cette tranche d'âge. Est-ce un problème de santé mentale? Est-ce que c'est le début d'une schizophrénie paranoïde qui peut parfois se manifester chez les personnes âgées de 20 à 25 ans? Est-ce que c'est ça? Était-il au fond de lui jaloux de Charlie Kirk? Charlie Kirk représentait ce que la droite voit comme une personne privilégiée, séduisante, mariée, avec un enfant, un modèle américain apte à débattre et à s'imposer, même face à l'opposition. Le mobile de cette affaire reste inconnu. Nous rejeter ainsi, en considérant cela comme une affaire politique, il a peut-être utilisé la radicalisation politique pour se justifier. Mais tant qu'une évaluation psychologique n'aura pas été réalisée, peut-être dans plusieurs mois, Il pourrait... ne pas le savoir.
C'est intéressant que tu dises ça, car j'étais à CrimeCon où nous avons fait un panel sur Mangione. L'une des questions abordées était-il en colère contre l'industrie de l'assurance maladie ou cherchait-il plutôt à tuer quelqu'un et à s'en servir comme prétexte? Encore une fois, en supposant son innocence, sauf preuve du contraire, mais s'il l'a fait, fallait-il en tenir compte? Maintenant, une chose que les gens pourraient bien se demander, alors que nous parlons de savoir si Monsieur Robinson a vraiment commis ce crime, c'est comment la famille ou les amis sont censés réagir. Je veux dire, on ne peut pas prévoir ce genre de choses, mais que leur diriez-vous? Vous enquêtez sur tous ces types de crimes tout le temps. Je veux dire, est-ce que c'était prévisible? C'est difficile. Avec le recul, tout semble évident. Je n'arrive même pas à imaginer ce que traversent les membres des familles. Vous savez, non seulement pour les familles des victimes, mais aussi pour ce jeune homme dont la vie est maintenant terminée. S'il n'a pas la peine de mort, il risque la prison à vie jusqu'à sa mort. Oui, je pense que cette décision a été très difficile pour ces membres de la famille. Je pense qu'il mérite un peu de reconnaissance pour avoir fait ce qu'il fallait en appelant les forces de l'ordre et en disant voilà ce que nous savons. En fin de compte, ils ont agi comme il fallait. C'est une communauté soudée et très religieuse dans l'Utah. Donc peut-être que cela a influencé leur décision de conseiller le gouvernement sur ce qui se passait. Donc c'est L'un des ces situations difficiles. Ces messages, adressés aux colocataires, impliquant le colocataire, font partie de Vous savez, c'est un peu confus. Ils décrivent la récupération, la dissimulation et la préparation du fusil, ainsi que la surveillance de la zone. Pourquoi cela est-il documenté? Je veux dire, bon sang, c'est aussi une preuve vraiment accablante. Oui, c'est une preuve très accablante. On a presque l'impression qu'ils jouent à un jeu vidéo, vous savez, comme un jeu de tir à la première personne où vous voulez, vous faites toutes ces petites missions. Donc je ne sais pas si c'est, vous savez, ce qui se passe dans sa tête. Je n'ai rien lu sur ce qui se passait avec le colocataire. J'ai entendu des choses, vous savez, je vais laisser ça plus à ce sujet. Mais vous savez, encore une fois, c'est facile de juger après coup. Vous savez, vous êtes à l'université, vous avez une vingtaine d'années. La grande majorité de ces jeunes de 20 ans ne pensent pas à appeler la police. Je pense que mon colocataire présente des signes de schizophrénie paranoïde. Ils ne sont pas des professionnels formés. Voyons si c'est juste de l'ignorance de la part du colocataire ou s'il s'agit d'un complot. Vous savez, c'est toujours un complot. Sur- Internet, je n'adhère que rarement aux théories du complot. En général, je n'y crois pas. J'ai un article à paraître sur les théories autour de la mort de Charlie Kirk, probablement ce week-end, mais laissons cela de côté. Revenons au fusil une seconde. Quand les policiers ont finalement retracé le parcours du tireur en dehors du campus, ils ont trouvé ce fusil Mauser à verrou caché dans les arbres. Enveloppé dans une serviette sombre, il attirait l'attention non seulement par l'arme, mais aussi par les douilles à côté. Les enquêteurs affirment que certaines étaient gravées de messages étranges. Voici la déclaration du gouverneur Cox. Je sais qu'il y a eu des spéculations aussi concernant les inscriptions sur ces douilles de balles. Et je crois que nous avons cela aussi. Et je vais vous le montrer maintenant. La zone au nord de Campus Drive Road, traversée par le suspect aperçu dans la vidéo d'hier soir, est une zone herbeuse avec des arbres à la lisière du campus de l'UVU. Les enquêteurs ont trouvé une carabine à verrou enveloppée dans une serviette sombre. Il a été déterminé que la carabine était une Mauser modèle 98306 calibre 30-06 à verrou. La carabine avait une lunette de visée sur le dessus. Les enquêteurs ont noté des inscriptions gravées sur les douilles retrouvées avec la carabine. Les inscriptions sur une douille tirée indiquaient avis, renflement, OWOO en majuscule. Qu'est-ce que ce point d'interrogation? Les inscriptions sur les 3 douilles non tirées indiquaient et fasciste point d'exclamation, attrape point d'exclamation. Symbole flèche vers le haut, flèche vers la droite et symbole et 3 symboles flèche vers le bas. Une deuxième douille, non tirée, portait l'inscription O Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao. Et une troisième douille non tirée portait l'inscription Si tu lis ceci, tu es gay, LMAO. D'accord, Ashton, d'un point de vue d'enquête, d'un point de vue antiterroriste, qu'est-ce que tu en retiens de ces gravures apparentes? Je pense que le suspect savait qu'il serait découvert à ce moment-là. Il se répète, je fais partie de l'histoire, je suis le personnage principal. Je peux jouer le rôle et suis sous les projecteurs.
Pour nuancer, est-ce qu'il est possible qu'il ait l'intention de tirer au moins une ou plusieurs de ces balles? Si elles sont récupérées auprès de Charlie Kirk ou d'autres personnes, les messages pourraient alors être retrouvés. C'est absolument possible. Absolument. Mais encore une fois, je pense que ce type, vous savez, il se voit comme un perdant. Il peut maintenant être le centre de l'attention. Je vois cela dans tellement de ces tueries de masse, ces événements de tireurs actifs. Vous savez, encore une fois, on veut dire que vous savez, c'est ceci, c'est la gauche, c'est la droite, ce sont les compagnies d'assurance. On blâme les présidents directeurs généraux. Au bout du compte, ce sont de jeunes hommes brisés qui veulent être le centre de l'attention. Je pense que laisser des balles marquées pour être trouvées par la police, c'est vous. C'est vous qui jouez ce rôle, presque comme dans un jeu de rôle grandeur nature. Mettez ça de côté. Un avocat ou un procureur dirait que cela montre une préméditation. Prendre le temps de graver cela avec des messages précis, c'est prémédité. D'accord, parlons des vêtements et de ce que nous avons appris sur ce que le suspect portait apparemment avant et après la fusillade. Les enquêteurs affirment que Robinson a tenté de se déguiser ce jour-là. Lorsqu'il a été aperçu pour la première fois sur le campus, il portait des vêtements différents, puis il a changé de vêtements sur le toit et a ensuite remis ses vêtements à un moment donné, de sorte que lorsqu'il a été appréhendé, lorsqu'il a été arrêté, les vêtements correspondaient à ceux qu'il portait avant la fusillade ici à l'université de Bourgogne. Robinson aurait été vu sur le campus ce matin-là, vêtu d'un t-shirt bordeaux, d'un short clair, d'une casquette noire et de baskets. Quand la police l'a retrouvé plus tard, il portait encore des vêtements correspondant à la description. Donc Ashton, encore une fois, c'est un autre élément clé de preuve d'identification. Oui, absolument. Cela montre la préméditation, montre la planification, montre la malveillance réfléchie à l'avance. Il porte des vêtements, tu sais, ce t-shirt a un symbole patriotique dessus avec un message patriotique. Donc pour moi, je me fonds dans mon environnement. Tu sais, tu ne voudrais pas porter des cheveux violets et avoir le visage percé partout. Et ça va se faire remarquer dans cette communauté, dans cette région. Donc, il va porter ce qui se fond dans l'environnement. Je pense, encore une fois, oui. Et puis, remettre un déguisement et l'enlever montre absolument la préméditation de cet acte. Pourquoi ne pas simplement changer pour une troisième tenue complètement différente? Je veux dire, porter celle qui a apparemment été capturée par la vidéosurveillance, ça me paraît étrange. Encore un jeune d'une vingtaine d'années, sans grande planification, un peu comme un jeu de rôle en direct dans les vidéos. Il n'avait peut-être même pas les vêtements. Écoutez, on en est encore au premier stade. Il y a encore beaucoup de choses à moquer à aborder à ce sujet. C'est le début des preuves que vous verrez dans cette affaire. Nous savons qu'il est détenu pour certaines accusations. Je ne crois pas qu'au moment de cet enregistrement, il ait réellement été inculpé. Mais il semble que le meurtre aggravé soit envisagé. Nous suivrons l'évolution des preuves contre cet individu. Merci beaucoup, Ashton Pack, pour votre temps. Je vous suis reconnaissant. Merci de m'avoir invité. Très bien tout le monde, c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme de podcasts habituelle. Suivez-moi sur Instagram ou X. Je suis Jesse Weber, à bientôt.